Début 2009, en fait, on a lancé notre version bêta le jour de la première inauguration de Barack Obama. Donc on en est tout juste à notre anniversaire des 4 ans. Et donc on est un pure player, c'est-à-dire qu'on n'est que sur Internet, comme Rue 89 maintenant qu'ils mettent leur mensuel sur iPad, ou Mediapart, ou Atlantico. Et donc moi je voulais vous parler un petit peu, Clément m'avait demandé de discuter de, en gros, la façon dont être sur Internet change le rapport au lecteur et potentiellement nos contenus dans la forme et dans le fond. Donc je vais vous parler un peu de tout ça avec les exemples de Slate qui sont ceux que je connais le mieux. La différence pour moi d'être sur le web, une des plus importantes différences, c'est la relation au lecteur. C'est-à-dire que d'habitude, quand on écrit un article ou qu'on fait un papier radio ou télé, une fois, supposons un article qui va être publié sur du papier, une fois qu'il est publié, c'est fini. Vous pouvez le lendemain faire une correction si vous avez fait une erreur, accorder un droit de réponse s'il y a lieu, ce genre de choses, mais il est fait, il est fini, il a été publié, il va être lu. Bon. Alors que sur Internet, ton article, au final, il n'est jamais réellement fini. Vous pouvez en permanence le mettre à jour, ajouter des corrections, ajouter juste des nouvelles informations quand vous en avez. Moi, je fais ça, mais je compte même plus le nombre d'articles sur lesquels je fais ça. Tout dépend de l'article et de l'actualité en question, c'est sûr. Par exemple, une où ça s'y prêtait, c'était sur l'histoire des pilules de 3e et 4e génération. À un moment, on a voulu dire, bon, y a tellement de questions, et d'un point de vue des femmes qui les utilisent, et moi, dans mon quotidien, qu'est-ce que je suis censée faire, et de questions plus générales sur ce qui se passe, on va faire une foire aux questions où on va toutes les prendre les unes après les autres, et on va demander aux lecteurs et aux lectrices de nous en envoyer d'autres. Et celles-là, typiquement, on peut les insérer dans cet article, puisque la question là qu'on a insérée, par exemple, c'était celle sur Diane 35. Il y a une lectrice qui nous a envoyé super, mais moi je prends Diane 35, j'ai aucune idée de ce qui se passe, on n'en parle pas parce que c'est pas vraiment une pilule, mais c'en est une sans en être. Est-ce que vous pourriez faire un point là-dessus? Donc ça s'intégrait complètement, ça rajoutait de l'intérêt à l'article, et on n'avait pas besoin de faire un article entier juste sur Diane 35, qui là ne le méritait pas. Et il y a d'autres fois par contre où on fait autre chose. Ça, c'est un exemple pendant la campagne présidentielle. J'avais fait un petit truc un peu news, un peu marrant. C'était la campagne des législatives sur les Français de l'étranger, où l'UMP Belgique avait fait une parodie d'Astérix avec l'UMP, petit village gaulois qui résiste contre le Parti socialiste qui est partout ailleurs en France. Et donc j'avais fait juste un petit truc pour dire, pour noter ça, et noter que c'était pas la première fois que Astérix servait à la droite, parce que dans les années 90, il y avait le RPR qui avait fait pareil avec une affiche de la BD, tout ça. Donc voilà. Et là, sur Twitter, il y a un lecteur qui dit, au fait, la journaliste qui fait cet article, est-ce qu'elle pose la question des droits d'auteur? Parce que Uderzo, il rigole pas avec ça. Donc, qu'est-ce qu'il en est? Donc là, on s'est dit, mais ouais, c'est vrai que c'est une question marrante. C'est plus directement en rapport avec les législatives. C'est un truc beaucoup plus général sur la parodie, le droit d'auteur, l'usage en politique d'œuvres de propriété intellectuelle. Ça mérite un autre article. Donc, sur un autre article entièrement, où parce que je suis sur Internet, je peux faire le lien vers le petit news que j'avais fait, et simplement expliquer, là on passe à plus large, qui est est-ce que l'UMP avait le droit de l'utiliser ou pas, et qu'est-ce qu'ils encourent d'avoir fait un truc comme ça. Et d'ailleurs, celui-là a même donné lieu à un 3e ou un 4e papier, puisqu'ensuite il y a eu la suite de l'UMP Belgique qui s'est excusé d'avoir fait ça après avoir été appelé par Astérix qui n'était pas content du tout. Donc ça a même donné lieu à un dernier petit papier, et là typiquement je pense que si on les avait empilés les uns sur les autres, on n'aurait rien compris. Enfin, juste ça aurait fait une espèce de fatras de tous les rapports entre le parti et le... Est-ce que vous avez des gabarits finalement? Est-ce que progressivement vous les avez constitués? Parce que ça, je crois que c'est très très intéressant pour nos étudiants de bien comprendre. Voilà, un peu une nouvelle typologie. Au fond, on savait ce qu'était un article. Maintenant, comment on peut parler de cette textualité? Oui, c'est amusant en fait, parce que c'est vrai que je pensais même pas à vous en parler, parce que pour moi c'est tellement le côté tambouille interne que d'habitude nos lecteurs, eux, ils voient pas la différence entre... Enfin, j'en sais rien, peut-être qu'ils la voient, mais on se dit, est-ce qu'un lecteur va voir la différence entre
ça et celui-là, je suis pas sûre. Alors, mais pour vous dire, donc, par exemple, sur la page, là, on a ce qu'on appelle des articles. Donc ça, c'est l'article classique. C'est des articles assez longs parce que Slate est un magazine. Donc on fait du long sur Internet, on n'a pas peur. Et donc ça va être du long, très multisourcé. Ça, c'est une traduction de Slate.com parce qu'on fait et des contenus à nous et des traductions de notre grand frère. Après, on a ici dans la colonne lu, vu et entendu, qui est notre revue de web, on a ce que nous, on appelle des liens ou des lus vus, qui sont des formats beaucoup plus courts, en gros 2000 signes, 2500 signes, des fois 1000 signes quand on veut juste dire il faut absolument que vous alliez voir cette vidéo ou cette image qui est folle ou écouter cette chanson, tout ça. Et qui là sont, voilà, c'est des liens qu'on a vus, qu'on s'est envoyés par mail le matin, des choses qu'on a vues ailleurs, qu'on a trouvé super, et on se dit ça mérite de faire un petit truc sur assez anglais quand même, hein, pas juste ce qu'a raconté The Next Web, sur le sujet dont il parle. Donc ça, c'est les liens, revue de web. Et on a un truc qui s'appelle les blog news. Et donc les blog news, bah tiens, je crois que c'est ça. Ouais, c'est typiquement ce qu'on avait pendant l'élection présidentielle et ce qu'on a eu après pour la présidentielle américaine aussi. C'est quelque chose qui nous permet de vraiment mettre tout ce qui a à voir avec ce sujet dans la même rubrique et qui nous permet d'écrire beaucoup plus court quand on en a envie. Le blog news, c'est pour nous un espace un peu plus éditorialisé que la revue de web qui est juste voilà ce qui se passe ailleurs et c'est intéressant, vous devriez aller le lire. Là, c'est plus éditorialisé, mais ça peut aussi être 3 phrases et une vidéo. Simplement, on n'est plus... Parce que à Slate, quand on se dit je vais faire un article, on se dit oh là là, il faut que ça fasse 10 000 signes, quoi. Alors que là, on peut faire 3 paragraphes et ça pose pas de problème. Donc ça, c'est un autre des types de rubriques ou d'objets. Et on a encore un autre truc qui est la tribune. Alors ça, par exemple, les tribunes, elles sont grisées alors que le reste de nos articles est de la couleur violette de Slate pour montrer que c'est pas les mêmes auteurs. Les tribunes, c'est des gens extérieurs qui nous les envoient. Et donc ça peut être sur tous les sujets, soit ils proposent, soit on demande si on peut récupérer si on trouve ça intéressant, et donc c'est encore un autre des objets qu'on a sur le site. Il y en a sûrement d'autres, il y a les blogs, mais je vais peut-être pas vous faire tout slate.fr. Les blogs qui répondent à des questions existentielles du genre pourquoi l'homme ne galope pas. Peut-être que vous vous étiez jamais posé la question, moi je me l'étais jamais posée et maintenant que j'ai la réponse j'en suis bien plus contente. Et donc voilà, pour vous faire un peu un panorama des différents formats et pour répondre un peu à la question de comment on décide, qu'est-ce qui va où, et ben on en parle. On n'a pas vraiment un truc, on s'envoie des mails en disant tiens ça ferait un bon lien, ça ferait un bon lu-vu, mais je pense que ça ferait aussi un bon article, fais-le déjà en lu-vu et après vois s'il n'y a pas un autre angle à creuser sur ça pour faire plus long, plus poussé, ou ça vaut un petit blog news, ou ça... Vous voyez, donc ça se fait un peu comme ça, en discutant dans la rédaction, on le sent, c'est pas scientifique. Ah ben, alors on est en open space, donc on est réunis tout le temps. Déjà, et puis c'est pas très, ça fait Slate, c'est plus petit que ça. Hein. La salle de la rédac, je pense que ça fait à peu près la moitié. Genre là, on est à la rédaction. Enfin, du côté éditorial, juste, je pense qu'on doit être une dizaine. Greg, Charlotte, Cécile. Ouais, on doit être une dizaine entre rédaction, édition, rédaction chef, plus 3 développeurs qui travaillent et sur le site, la maquette, et sur comment faire pour avoir les pubs, et sur les versions mobile, iPad, tout ça. Enfin, ils bossent sur tout et quand ils peuvent et qu'on leur demande et qu'on en a besoin, ils nous aident sur du développement éditorial. Exemple de développement éditorial. On a fait tout un truc pendant la campagne présidentielle de photos interactives où on voulait en gros décrypter des images politiques très connues pour les présidentielles passées. Et on voulait faire ça en 2 temps et se concentrer sur l'image elle-même et ce que tout, vous voyez, à chaque fois que j'appuie, c'est un décryptage de pourquoi tel symbole, pourquoi le bonnet, pourquoi la petite fille, etc. Et de voir comment est-ce que cette image s'inscrivait plus largement sur la campagne
de l'époque. Et on a fait ça avec les étudiants de l'école de journalisme de Sciences Po, où on est allé chez eux, dans l'école pendant une semaine, pour les coacher et les suivre, et sur le fond et sur la forme, puisqu'ils devaient eux-mêmes, au final, coder leur truc pour que ça apparaisse comme ça. Ça paraît peut-être petit ou pas très compliqué, mais ça demande une certaine connaissance du HTML, et quand tu veux travailler sur le web, c'est toujours bon d'avoir des petites bases, histoire de ne pas avoir à apparaître comme quelqu'un qui n'y connaît rien ou qui doit passer son temps à embêter les développeurs pour des histoires débiles qu'on est censé savoir faire tout seul. Donc c'était pour nous une façon de revenir et de donner plus de sens en ayant un peu ce double travail sur l'image elle-même et sur qu'est-ce qu'elle avait signifié à l'époque et comment on la revoit aujourd'hui avec la distance. Voilà. J'ai essayé de... Du coup, je ne sais plus où j'en suis. Si, par rapport au lecteur, juste je voulais revenir dessus parce que ça m'y avait fait penser. Donc on a les fois comme ça où ça nous donne des idées d'articles qui arrivent assez régulièrement, soit sur Twitter, soit sur Facebook, soit par mail. Les gens nous envoient à info@slate.fr des questions, des idées, des problèmes, et soit on traite pas. Après, c'est comme tout, on en discute et on voit si ça vaut la peine ou pas. Et on a une relation très directe avec les lecteurs, puisque en interne, et c'est nous qui nous occupons des réseaux sociaux, Facebook et Twitter, et c'est nous qui validons les commentaires. Il y a des boîtes plus grandes, je pense, qui ont des community managers dont c'est le seul job, ou qui ont des boîtes en externe qui leur font une partie de la validation des commentaires. Nous, c'est nous qui faisons tout. Ça prend du temps, c'est pas toujours très pratique quand tu dois écrire un article et tweeter l'article de quelqu'un d'autre et regarder les commentaires sur un troisième article. Comment est-ce que ça fonctionne ? Au fond tout à l'heure, je posais le problème des gabarits. Là, un petit peu les règles, les temporalités, au fond. Oui, la hiérarchisation. Je peux vous dire, c'est très simple. On s'envoie un mail le matin qui dit qui est-ce qui s'occupe de Facebook et Twitter aujourd'hui, qui s'y colle. Donc on est 4, ça tourne sur 4 d'entre nous, rédacteurs, journalistes. On choisit. D'ailleurs, c'est moi qui suis censée faire Facebook et j'ai pas prévenu que j'allais partir pendant 3 heures, donc on va espérer qu'ils vont s'en apercevoir et le faire. Et en gros, ça veut dire pour Facebook que toutes les heures ou tous les 3 quarts d'heure, je revais sur la une de Slate, je vois ce qui a été posté qui n'était pas là avant, je le mets sur Facebook. Si c'est Twitter, c'est plus toutes les 15-20 minutes, ce qui est un peu intensif parce que ça suppose de s'arrêter dans son article qu'on est en train d'écrire ou dans ses interviews pour aller tweeter un truc qui n'a rien à voir pour revenir dedans. Donc c'est un peu difficile, on va pas se mentir. C'est un peu une gymnastique mentale et on cherche souvent des moyens d'essayer d'améliorer ça pour que ça soit plus simple. Mais ça passe aussi par ce mail du matin où un jour je vais répondre « Aujourd'hui, il faut absolument que je finisse cet article, je ne peux pas faire Twitter ou Facebook. Promis, je vous le reprends demain, mais là, c'est pas possible. » Donc voilà, on s'arrange comme ça. Les commentaires, c'est surtout notre éditrice qui s'en charge, ce qui n'est pas normal, en vrai, on devrait le faire aussi. Et donc elle va jeter un œil, je sais pas, toutes les heures ou toutes les 2 heures, et elle va dire hey, Cécile, y a quelqu'un qui sur la pilule te demande un truc sur la pilule Diane 35, est-ce que tu peux aller voir Et donc je vais aller regarder. On est quand même responsable d'aller regarder sur ces articles ce qui s'est passé, ce que les gens ont dit et qu'est-ce qu'il y a à faire. Après, comme on est en open space, tout ça, on va toujours se prévenir si on en voit un passer. Mais si vous écrivez un article, vous êtes censé aller regarder. Et par exemple, si c'est moi qui ai reçu une proposition extérieure, une pige sur tel sujet, c'est moi qui ai fait tout le suivi avec le journaliste, qui l'ai édité, qui l'ai mis en ligne. Si je vois des commentaires où je voudrais que le journaliste réponde, c'est moi qui vais lui envoyer un mail pour lui dire au fait, il y a 12 commentaires sur ton papier, est-ce que tu pourrais aller répondre voir s'il y a quelque chose à dire ou à faire, tout ça. Donc ça se suit un peu en fonction de où ça a commencé finalement. Voilà. Et un truc auquel je pensais sur la façon dont Internet change nos contenus dans la forme et dans le fond, je pense qu'il y a aussi le fait qu'on est très... On est conscient qu'on écrit dans l'écosystème Internet.
les gens, qui est beaucoup plus large que le journalisme web, qui est Internet en général, et qui fait qu'on va parfois s'inspirer de pratiques du web pour des traitements journalistiques. Exemple. Bon, il y a beaucoup d'exemples de moi, faut pas m'en vouloir. C'est ceux que je connais le mieux. Exemple, les actus Facebook d'Éric Woerth et de Liliane Bettencourt. Alors, ça c'est un truc qu'on a fait au moment de l'affaire Woerth-Bettencourt. Tout le monde avait plein d'articles dessus, partout. Mediapart avait sorti l'affaire, Le Monde le suivait vachement. Nous, on avait des articles aussi plus sérieux et classiques. Et il y a un moment où on s'est dit, bon, il faut qu'on arrive à trouver un truc qui nous permette de suivre cette histoire, ce feuilleton. Et on n'arrêtait pas de revenir sur le fait que c'était vraiment un feuilleton pas possible. Et on se disait, qu'est-ce qu'on fait ? On va pas faire une série télé, quoi. On n'a pas... on cherchait comment raconter une histoire aussi complexe de dates, de relations entre les gens et d'événements qui se sont déroulés les uns après les autres. Et on s'est dit, mais ce qu'on devrait faire, c'est un fil Facebook. Parce que... et je sais pas comment exprimer ça, mais c'était pas le côté gadget de « Ah ouais, on va faire un truc nouveau, on va faire un fil Facebook ». Non, c'était vraiment une recherche éditoriale de comment est-ce qu'on peut raconter cette histoire à des gens qui ne la suivent pas forcément, sans qu'ils trouvent ça incroyablement compliqué et chiant, et qu'ils en voient ce que nous, on y voit, qui est le côté fou et passionnant de tous les rapports des uns avec les autres, et qui était où, à quelle heure, et qu'est-ce que ça veut dire, sur tel argent, et le côté un peu saga du truc. Vu que c'est une affaire importante, on s'est dit, mais on va aller les prendre là où ils sont. C'est-à-dire sur Facebook, ils connaissent Facebook. Les Français sont sur Facebook depuis un moment, ils reconnaissent Enfin, je sais pas, je me dis que vous reconnaissez tout de suite à quoi ça ressemble. Et on s'est dit, on va faire un fil d'actu qui permet de raconter toute l'histoire et nous de la mettre à jour au fur et à mesure et d'apporter un plus par rapport aux autres dans le ton décalé et dans autant que possible aussi le fait que du coup on est exhaustif parce qu'on essaye de raconter tous les rapports des uns avec les autres. Et voilà, et qui va des trucs très sérieux de révélations de journaux ou d'histoires de justice à des trucs... Attends, j'essaie de trouver des trucs un peu marrants. Et voilà, quand il y avait des histoires sur des vols d'ordinateurs ou de piratage ou trucs comme ça, on se dit, bah, on le transforme en qu'est-ce que ça aurait été s'ils avaient été sur Facebook. Ça a super bien marché. On en a fait 3 épisodes. En vrai, on devrait le continuer. Mais on a une flemme par rapport à ça parce que c'est très long à faire d'un point de vue technique. C'est nous, notre développeur François qui nous a montré comment faire et maintenant c'est nous qui le mettons à jour seul. Ça prend du temps. On est une petite équipe, donc c'est un peu en suspens. Mais peut-être qu'on fera un autre Facebook d'un autre truc quand ça s'y prêtera. Alors tout ça c'est en HTML. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a d'abord fait, avec Grégoire Fleureau, mon collègue, on a fait toute une liste très chronologique, classique finalement. Le temps, il se passe ça. Quand on a fait ça, on a transformé tout ça en truc Facebook. Donc ça, c'est un événement, ça, c'est une photo, ça, c'est un statut, ça, c'est machin qui parle à bidule. Et après, oui, voilà. Donc, en gros, c'est parce que pour réussir à obtenir ça, il fallait d'abord qu'on l'écrive entièrement. C'est très écrit au final et on pèse chaque mot parce qu'on veut quand même faire attention, on fait pas de la blague juste pour la blague, tout ça. Et ensuite, c'est notre développeur qui a, comme Slate.com avait fait un fil d'actu de, en gros, le premier mandat d'Obama, quoi. Du coup, il a repris ce qu'ils avaient fait et il l'a amélioré. Là, ça date un petit peu, donc il y a des... Et puis Facebook a évidemment changé 12 fois, donc ça y ressemble plus exactement, mais... On a cherché toutes les photos. Elles sont toutes... on a les droits de toutes les photos, qui sont toutes sourcées à la fin dans un truc qui fait à peu près 12 paragraphes. Et toutes ces histoires... il n'y a que du vrai, en fait. Tout est autant que possible marrant, sympa à lire, mais tout est vrai. Et c'est juste que c'est mis sous cette forme. Et par exemple, tous ces échanges, c'est des échanges qu'ils vont avoir eu par journaux interposés ou dans des communiqués ou des trucs comme ça. Donc on les reprend, mais c'est que des choses qui ont été dites ou faites. Ça a été repris pas mal sur les sites d'autres journaux pour dire que c'était sympa et que les gens devraient aller le lire. Sur ceux qu'on citait en particulièrement, je sais pas, peut-être. En tout cas, on
on a eu que des retours positifs. On était contents. En plus, on a gagné le prix d'innovation journalistique de Google de l'an dernier. Donc on était ravis. Et ils n'étaient pas... Donc Google a récompensé Info Facebook, ce qu'on a trouvé sympa aussi. On n'a eu aucun... non, on n'a eu aucun souci. Voilà, après... mais je pense aussi parce que y a rien de faux. Vous voyez, voilà, Aurélie Filippetti qui appelle vraiment ça un Wordgate, on le transforme comme ça. Mais ça a été dit, tout ça. Il n'y avait pas d'invention dans les... On n'a pas donné des faits, on est dans le journalisme. C'est ça un peu le truc à chaque fois, c'était on fait du journalisme, mais on veut le présenter d'une manière plus attractive et plus sympa pour le lecteur. Donc voilà, ça c'était un exemple. Et au moment de toute l'histoire de l'UMP, puisque j'y pense, c'est mon exemple d'après, en fait, je pense que l'UMP, ça aurait été parfait pour un faux Facebook. On s'en est rendu compte trop tard. Il y avait déjà beaucoup de choses qui s'étaient passées, donc on savait que le temps qu'on arrive à le faire, on serait déjà en retard et que juste, il y a un moment où il faut faire en fonction de combien on est à la rédac, est-ce que les développeurs peuvent nous aider ou pas. Voilà, il faut être réaliste. Et c'est Jean-Laurent Casselli qui a eu l'idée, lui, de prendre un autre truc que vous connaissez sans doute tous si vous aimez Internet, ce que j'espère, qui sont les Tumblr Vie ma vie de... Attends, est-ce qu'il y a un exemple? Ou quand t'es... Attends, c'est quoi? Celui des journalistes, c'est... J'ai un physique de radio, mais attends, je vais vous donner un exemple. Qui est voilà, quand... Là, c'est pour les journalistes, pigistes, quand tu reçois ta carte de presse après renouvellement, et à chaque fois, vous avez en gif animé l'émotion censée être provoquée par ce moment-là. Quand on te dit d'un air condescendant, « Ah, tu fais de la com ?» Voilà, je ne vous lirai pas ça. Et donc, Jean-Laurent a dit, c'était un moment où ça explosait. Pareil, on avait plein de trucs sur l'UMP. Tout le monde avait plein de trucs sur l'UMP et l'idée de Slate depuis le début, c'est on est sur internet, on fait du magazine, il faut que notre mag il soit différent, sinon pourquoi est-ce que les gens ils viendraient voir Slate alors qu'ils peuvent aller voir lemonde.fr ou Alexandre qui parle après travail ou d'autres sites d'actu chaude. C'est pas ça, on n'est pas assez pour faire ça. Nous on fait du mag et il faut que ça soit du mag différent, des trucs que vous n'avez pas vu ailleurs, et ça passe et dans les sujets et dans le fond et dans la forme. Là on avait pas mal de sujets sérieux sur l'UMP et on en était à un moment où tout le monde pétait un câble en fait. Particulièrement les journalistes, je sais pas si vous vous rappelez, je sais plus qui c'était, ce journaliste télé là qui s'est énervé sur BFM, je crois, tellement il en pouvait plus des histoires de Fillon et Copé. C'était un peu un moment, voilà, tout le monde parlait que de ça sur Twitter, du fait qu'on en avait marre, que ça suffisait, que c'était n'importe quoi et que c'était juste ubuesque comme situation. Et on s'est dit, on va faire le Tumblr des gens de l'UMP et de comment est-ce qu'ils doivent le vivre en ce moment, cette histoire. Et donc c'est pareil, voilà, c'est marrant et en même temps ça suit à chaque fois tous les événements tous les événements de tout ce qui s'est passé au fur et à mesure des épisodes. C'était un peu moins chronologique que le Facebook, mais ce qui comptait, c'était de pouvoir dire en gros les événements forts et l'impression que ça peut donner ou que tout le monde peut ressentir. Et on voulait un peu faire ça du côté si t'es militant UMP, voilà ce que t'es en train de vivre, quoi. Je suis en train d'en redécouvrir certains que je n'avais pas vus. Je vous conseille d'aller le voir. Et voilà, et ça pareil, ça a super bien marché. Vous voyez, on a 4000 likes. Ça a été repris par pas mal d'autres sites, dont d'ailleurs peut-être Le Monde pour Big Brother. Un jour sans fin. Et je pense que ça a aussi marché parce que ça arrivait au bon moment, quoi. On était dans une temporalité où les gens ils avaient besoin un peu de rire d'eux-mêmes ou de rire de la situation s'ils n'étaient pas à l'UMP. Et on s'adresse à un public qui aime Internet. Nous, notre idée, c'est ça, c'est que les gens qui viennent nous voir, ils connaissent Internet, ils aiment Internet. Pas tous, c'est pas ce qu'ils vont tous rechercher sur Slate, mais en tout cas, on se positionne comme ça. Nous, à la rédac, on est tous très, très
voilà, branché web en général, pas juste journalisme web. Et donc ça se retrouve aussi, je pense, dans nos idées et dans les contenus et dans les envies qu'on peut avoir, quoi. Si vous voulez, on peut arrêter de parler, on regarde juste ça pendant tout l'après-midi. Mais voilà un peu ce que j'avais à dire sur ce que à Slate ça change d'être sur Internet, sur le contenu, le fond, la forme et le rapport au lecteur. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Ah, le modèle économique. Regardez des gifs à la place. Alors, le modèle économique. Donc on est gratuit. On est juste sur Internet. Le modèle économique, c'est la pub que vous voyez. Où est-ce qu'il y a de la pub? Genre là. Ou là. Après, on a aussi des gros... Ça dépend, quoi. Ça dépend des campagnes qu'il y a chaque jour. On a aussi des partenariats. Par exemple, Orange, ils ont un site d'actu et on leur écrit l'équivalent un peu des vues entendues, 2 petites revues de web par semaine, des choses qu'on publie pas sur Slate, qui sont que pour eux et qui sont signées Slate chez eux. Donc voilà, ça c'est un type de partenariat. Bon, c'est pas tant que c'est sur mesure, c'est des trucs, c'est un peu les mêmes choses qu'on va retrouver sur nos revues de web. C'est juste que on sait, tiens, on est mardi, il en faut pour nous et il en faut aussi un pour Orange. Qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on fait, et on leur envoie et eux on le met sur leur site. Et du coup voilà, on a ce deal on leur en fait 2 par semaine. Un peu, ouais. Oui, c'est ça, j'appelle ça un partenariat, mais au final, ça, on leur fournit du contenu. Ouais. Et donc ça, c'est avec Orange, peut-être avec d'autres aussi. Il y a ça. Alors ça, j'en sais rien. Ça, je dois dire que faudra envoyer un mail à mon chef. Oui, voilà, déjà. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? On est sur iPad maintenant aussi, on a des numéros spécifiques. Des tablettes, est-ce qu'elle est en pub? Donc il y a ça. Ouais, voilà, en gros. Voilà. Ouais, des numéros thématiques que les gens peuvent acheter sur iPad. Ouais, c'est... Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Non, il est pas content. Si, ça va. Non, c'est plutôt nous, enfin c'est notre rédac chef ou notre rédac chef adjoint qui bosse avec un graphiste sur ça. Et puis après les papiers, c'est un mélange de papiers qui peuvent déjà être parus sur le site ou qui sont nouveaux en fonction du sujet de la tablette, quoi. Oui, et c'est la différence d'expérience, oui, d'un numéro entièrement conçu pour ça, par rapport et aussi du fait que, enfin, de la hiérarchie de l'info dans ce numéro spécifique. Parce que par exemple, l'explication, ça c'est une des rubriques qu'on a où on répond à des questions liées à l'actu. Vous allez en voir une semaine d'après. Là, on vous dit, on répond à toutes vos questions sur tel thème en un seul truc. Mais oui, c'est aussi beaucoup sur l'expérience visuelle plus sympa peut-être que sur le site. Pourquoi on prendrait le nôtre? Parce que c'est celui de Slate, et que si vous aimez Slate, vous aimerez les tablettes. Après, sur les trucs spécifiques, je sais que j'ai vu que notre graphiste il travaillait sur des choses au niveau du son et de l'interactivité entre le numéro finalement et le lecteur. Mais c'est des choses qui se développent à chaque numéro, quoi. En fait, ce dont vous vous êtes peut-être rendu compte quand je vous en parlais, c'est un des avantages d'être une si petite structure, c'est qu'en gros, on est en recherche constante et on teste des trucs tout le temps. Et ça marche ou ça marche pas, on le reprend ou on le reprend pas. Ça, c'est un truc qui est assez sympa. C'est que voilà, on peut se dire, on veut vraiment faire ça.
Et le chef va dire, écoute, à François, le développeur, on a besoin de toi, lâche les autres, si tu peux, lâche les autres trucs que tu es censé faire. On se met une demi-journée sur ça, on le lance ce soir, on voit ce qui se passe. Et donc ça, en fait, c'est un truc qui peut se passer aussi avec la tablette, c'est on teste, on change d'une semaine sur l'autre, on regarde, et on essaye de trouver un peu, oui, des façons de raconter des histoires qui nous intéressent nous aussi et qui empêchent une monotonie ou une... et qui font qu'on se dit ah, tu te rappelles de cet article sur Slate, et enfin soit pour le fond, soit pour la forme, soit pour les deux. On se dit que comme ça les gens se reconnaissent l'identité, parce qu'en plus nous on a une ligne éditoriale mais on n'a pas de ligne politique, donc c'est aussi une autre façon d'exister dans le paysage de l'info que de chercher à proposer quelque chose de vraiment différent. Pour qu'on se dise ça c'est Slate et c'est pas un autre média. Oui. Au niveau de référence, vous avez dit que normalement vous modifiez les articles ou bien les titres des articles. Si je vais utiliser n'importe article comme référence ou bien comme une source dans mon recherche, normalement j'utilise le lien, mais est-ce que ça va changer avec la modération ou le reste? Ah non, heureusement que non, parce que sinon c'est la grande crainte, c'est ah non, on change pas le lien, parce que si vous changez l'URL, vous avez le risque que les gens qui essayent d'accéder dessus, qui est, je pense, une des choses les plus énervantes sur Internet, quand vous cliquez sur un lien et que vous ne pouvez plus y accéder, que vous avez une erreur 404, une page qui n'existe plus, machin, c'est insupportable. Donc on ne change pas l'URL, on peut changer le titre, le sous-titre, dans le contenu, on va toujours mettre article, mise à jour, le temps avec tel ajout ou telle correction ou machin, mais on change pas l'URL parce que sinon c'est impossible d'y accéder, donc c'est contre notre intérêt, nous aussi. Et mais du coup, est-ce qu'il y a des moments que vous supprimez des choses dans les articles ou non? Ouais, s'il y a une erreur par exemple, et après je vais mettre par exemple, est-ce que je pourrais vous trouver Donc si j'ai utilisé cette erreur, ah bah j'espère que vous avez pas fait ça. Non mais attends, alors déjà le truc c'est qu'on essaye de faire évidemment le moins d'erreurs possible, et surtout on essaye d'avoir une grande transparence par rapport à ça, c'est-à-dire que si on fait une erreur, je vais supprimer ou corriger en fonction de l'erreur la chose, et le signaler en bas en italique en gras au lecteur que ça a été mis à jour tel jour et pour telle raison. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui croient encore que s'ils le font assez vite et qu'ils suppriment quelque chose, on s'en rendra pas compte, alors que sur Internet ça marche pas, hein. Et puis qu'il faut, de toute façon c'est une question d'honnêteté par rapport au lecteur. Mais par rapport à ce que vous me dites, imaginez vous utilisez un article du Monde papier pour vos recherches, vous le citez, 3 jours plus tard le Monde papier publie une correction dans son journal. Si ça se trouve vous le voyez pas, vous le savez pas. On vous envoie pas en tant que lecteur une lettre pour vous dire cher lecteur, vous qui avez utilisé ça pour votre recherche, et ben vous auriez pas dû parce qu'on a fait une erreur. Vous voyez ce que je veux dire? Là, Internet et le papier peuvent avoir le même défaut, qui est qu'on va pas personnellement vous prévenir si on a modifié quelque chose. La différence, c'est que sur Internet, on peut mettre la correction dans le papier et le signifier dans le papier. C'est pas à 2 endroits différents. Vous pouvez le voir immédiatement. Donc il y a je pense une transparence par rapport à ça que moi j'apprécie en tant que journaliste, et que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui me rend meilleur, qui fait que je fais un meilleur travail, et qui je pense est appréciable pour les lecteurs aussi, parce que c'est le côté ils se foutent pas de ma gueule, ils me disent quand ils se sont trompés. En plus souvent ça arrive, parfois ça arrive que les gens nous le disent dans les commentaires, donc et on répond aux commentaires pour dire merci tout ça, et après on va corriger. Enfin voilà, il y a un échange là-dessus qui est clair. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un peu une idée précise de qui vous lit? Est-ce que vous connaissez vos publics, les gens qui vous suivent? Une idée un peu précise. C'est horrible, j'ai des termes CSP+, c'est horrible quoi. J'écoute trop les chefs qui disent on a un lectorat CSP+. Mais c'est vrai, on a un lectorat CSP+. Et moi, de ce que j'ai compris, nos lecteurs reflètent beaucoup notre rédaction. C'est-à-dire qu'on a des gens qui nous lisent entre, je sais pas, 18 et 30 ans. Ensuite, on a potentiellement un trou. Et ça revient plus vers 40-45 ans. Après, ça, c'est un truc que j'ai
dont j'ai l'impression en discutant avec les gens et en discutant à Slate aussi de tout ça. Personnellement, j'ai pas d'études précises sur ça. Il est possible qu'on en ait eu et que je ne m'en souvienne pas, il ne faut pas m'en vouloir. Mais c'est un public éduqué, plutôt qui s'intéresse beaucoup à l'actu, notamment à l'international, parce que quand même Slate.com et les États-Unis sont très présents on a un tropisme américain complètement revendiqué. Hein. On s'est créé aussi par rapport à eux et c'est un truc que nous en plus à la rédaction on suit beaucoup l'actualité américaine. Donc voilà, et c'est plutôt un public web, en tout cas chez les plus jeunes. Et après, hommes-femmes, je crois qu'on commence à s'approcher du 50-50. Il y avait un moment où il y avait plus d'hommes que de femmes. Et je crois que là, et ça je le vois aussi par rapport, je peux voir sur Facebook les gens qui ont liké Slate. Je peux voir s'il y a plus d'hommes ou de femmes. Et là, on est à peu près à 50-50 par exemple. Après, c'est Facebook. Est-ce qu'ils vont tous sur Slate tout le temps? Je sais pas. Combien en fait, je sais pas quel ordre d'idée je peux donner. On a beaucoup de lecteurs. Si on a, je sais. Enfin, ce que je sais, c'est que on est en augmentation depuis. On est en augmentation constante depuis les 6 derniers mois, ce qui était un grand plaisir pour nous de réussir à passer des caps, parce qu'il y avait un peu un moment où on augmentait, puis on restait sur le même truc, et là on est reparti dans une augmentation de lecteurs qui est vraiment, en tant que journaliste, ça fait plaisir parce qu'on écrit pour être lu quand même, et ça fait plaisir de voir que Slate commence à s'affirmer dans le paysage médiatique et à attirer plus de lecteurs. Maintenant, quand je vais en soirée et que je dis que je travaille à Slate, les gens savent, c'est déjà ça. Au début, c'était sympa, c'est quoi. Donc, c'est mon expérience absolument pas scientifique du nombre de nos lecteurs. Bon, donc merci. Merci à vous.